on n'en est pas là encore aujourd'hui. Si l'on regarde au niveau européen, et sans rentrer dans le détail, mes chers camarades, on est européens, et ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais on est, c'est vrai, critique depuis une bonne vingtaine d'années sur la manière dont les choses se font. Là encore, je pourrais multiplier les exemples. Mais, regardez, on a une liberté totale de circulation des marchandises en Europe. On a une liberté totale de circulation des capitaux. Mais on n'a pas de liberté totale de circulation des travailleurs. Puisqu'il y a encore une directive qui s'appelle une directive détachement. Qui fait que quand vous avez un travailleur d'un pays européen qui va travailler temporairement, mais ça peut durer jusqu'à 24 mois, dans un autre pays européen, eh bien, c'est pas garanti qu'il ait les mêmes droits, les mêmes salaires que dans le pays d'accueil. Donc on dit dans une directive, eh ben, pour s'assurer ça, il faut obligatoirement déclarer, une entreprise qui emploie un travailleur d'un autre pays européen doit obligatoirement le déclarer. En France, dernier chiffre connu, 110 000 déclarations à l'année. Et l'estimation du ministère du Travail, c'est pas la nôtre, c'est qu'il y en a au moins 330 000. Ça veut dire qu'il y en a au moins 220 000 qui ne sont pas déclarés. Et ils sont payés comment, ces salariés-là? Moi, je connais une entreprise informatique importante, française, je donne plus son nom parce qu'ils ont voulu virer notre délégué, mais qui actuellement, enfin il y a encore un mois et demi c'était le cas, embauche, ils ne sont pas nombreux, ils sont 3 ou 4, ingénieurs informaticiens polonaises d'ailleurs ce sont 3 femmes, payées 500 € par mois à Paris, plus 1 000 € d'indemnité pour pouvoir se loger. Ça, le détournement de la directive détachement. Dans l'agriculture, vous savez que la France est déficitaire maintenant en fruits et légumes, dans les exportations. La France est déficitaire. Quel est le pays qui est excédentaire aujourd'hui? Qui a pris notre place d'une certaine manière, l'Allemagne. C'est pas qu'ils ont plus de soleil. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont qu'ils utilisent à fond tous les pays qui sont autour, les ex-pays de l'Est, la Roumanie, la Pologne, etc. Ils font venir en masse les travailleurs de ces pays, c'est pas les travailleurs qui sont en cause, qu'on se comprenne bien. Ils les font venir en masse, puis ils les payent aux conditions roumaines. Ah bah oui, ça fait chuter le coût du travail. Et vous avez les exploitants agricoles français qui disent « Ah ben on n'arrive plus à lutter contre les Allemands, ils ont fait baisser le coût du travail, donc nous, il ne faut plus qu'on ait de charge. » C'est-à-dire que, vous voyez, si on raisonne comme ça, à la fin, il n'y a plus rien. Mais ce que je dis pour l'agriculture, ça vaut aussi pour l'industrie. Quand on nous fait les comparaisons France-Allemagne, ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on regarde aujourd'hui le coût du travail dans l'industrie allemande, le coût du travail dans l'industrie française, c'est kiff-kiff. Il a baissé un peu en Allemagne ces dernières années. Ouais, ils ont serré les boulons. Mais là, il va remonter, puisque les camarades allemands, ils ont tenu 4,3% d'augmentation. Par contre, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les employeurs allemands, ils utilisent eux aussi à fond la directive détachement. Et que lors d'une visite avec nos camarades allemands, dans un sous-traitant en Allemagne de l'industrie automobile, il y avait des travailleurs roumains qui gagnaient moins de 3 € de l'heure, en Allemagne. Alors ça, si c'est ce modèle-là qu'on veut, ça ne marche pas. C'est bien gentil le modèle allemand, sauf qu'il y a beaucoup plus de précarité en Allemagne qu'il n'y a en France. Il y a des choses bien aussi. Il y a des systèmes de protection sociale qui sont moins bien. En Allemagne, quand vous gagnez plus de 4 000 € par mois, vous pouvez décider de ne plus être à la Sécu et d'être dans une assurance privée. Ah oui, mais bien sûr. Ça veut dire que le système de santé, il est plombé. Bah oui, si on faisait ça en France, la Sécu perdrait 20% de ses recettes. Vous voyez ce que ça signifie? Donc on est dans des logiques qui sont des logiques différentes. Donc ça veut dire qu'au niveau européen, entre nous, qu'est-ce qui empêche, et on le dit régulièrement, qu'est-ce qui empêche les gouvernements européens de prendre la décision, puisqu'ils sont en train de le rediscuter en ce moment, de dire, voilà, maintenant, dès qu'un travailleur européen va d'un pays à un autre, eh ben, il doit être payé comme dans le pays d'accueil. Il doit avoir les mêmes conditions de travail, les mêmes conditions de rémunération. Il ne doit pas pouvoir y avoir d'exception. Qui les empêche de décider ça? Sauf qu'ils ne le décident pas. Ils en sont même à vouloir remettre en cause le droit de grève à travers la révision de cette directive. C'est quand même pas si compliqué que ça à décider. Sauf qu'on est toujours en proie à une logique de la construction européenne qui est une logique, alors on appelle ça comme on veut, ultra-libéral, libéral économique, etc., mais qui conduit ici ou là à renier les droits, à remettre en cause, à faire du dumping, toute une série de dispositions dont les travailleurs partout en payent les pots cassés. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut quand on parle de la Grèce. Attendez, on va nous faire croire un seul instant, franchement, entre nous, ce serait nous prendre pour des cons, que quand la Grèce est rentrée dans l'euro,
Personne ne savait que le niveau de développement de la Grèce n'était pas celui de l'Allemagne ou de la France ou de l'Italie, mais tout le monde le savait. Et on a bien décidé qu'ils rentrent dans l'euro à l'époque. Pourquoi? Logique libérale. On s'est dit, comme les salaires sont moins élevés, que les conditions de travail ne sont pas les mêmes, on va pouvoir faire du dumping en disant, voyez, il faut faire comme les Grecs. Manque de peau, ça va marcher comme ça. Et aujourd'hui, que les difficultés en Grèce sont énormes, il y en a qui disent, il faudrait qu'ils quittent l'euro. Ils sont quand même gonflés. Ce serait une catastrophe pour les Grecs de quitter l'euro aujourd'hui. Vous pouvez, à tous les problèmes qu'ils ont, vous pouvez rajouter, allez, ne serait-ce que sur les produits importés, 30 à 50% de baisse de pouvoir d'achat supplémentaire. Ils sont dans l'euro, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, les constructions européennes soient modifiées pour tenir compte de ça, et puis qu'il faille une réforme fiscale en Grèce, oui. On n'a pas découvert aujourd'hui qu'il n'y a pas de cadastre en Grèce quand même. C'est pas d'aujourd'hui s'il n'y a pas de cadastre. Et on ne peut pas faire un cadastre en 3 mois. Et on n'a pas découvert aujourd'hui que les armateurs grecs ne payent pas d'impôts. On n'a pas découvert aujourd'hui que l'Église orthodoxe ne paye pas d'impôts alors que c'est le plus gros propriétaire terrien. Alors vous exonérez les armateurs, vous exonérez l'Église orthodoxe et vous demandez au mec qui a un kiosque sur le port du Pirée, lui, il doit payer ses impôts. Attendez, il va vous envoyer balader, il a raison. Ou on applique les règles partout, et ça se fait pas en 15 jours, 3 semaines. Mais ça veut dire qu'il doit y avoir une véritable solidarité, tout ça, ça se construit. Et donc, ça veut dire des révisions des textes européens. Mais, sûrement, il y a des débats. Est-ce qu'il faut mettre en place des eurobonds? Vous avez entendu parler de ça? Bonds, my name is Bonds. Non, ça c'est James Bond, c'est pas le même. Mais, moi je suis pas chaud, je vous le dis. Pourquoi? C'est la même économie que celle qu'on nous a fait quand on a mis l'euro. Quand ils ont mis en place l'euro, ils ont dit on met en place l'euro, puis vous allez voir derrière, tout va aller, tout va être coordonné. On a mis en place l'euro, puis rien s'est coordonné. Quand les États-Unis sont construits, l'Amérique sont construits, puis derrière il y a eu le dollar. Vous faites une construction politique et c'est normal, après il y a une monnaie commune. Là on met une monnaie commune, puis après on dit vous verrez ça ira, la budget et tout. Non, il ne s'est rien fait. Donc on est en train de nous faire le même coup que les eurobonds. On va dire on va faire mutualiser de la dette, mais on ne prend pas de décision au niveau des modalités de la construction européenne. Or, parler des eurobonds, il faut avoir le courage de dire, c'est parler d'une fédération européenne, d'un fédéralisme européen. Est-ce que, dans les différents pays, on est prêt à ça? C'est pas aussi évident que ça. Moi, je préférerais, par exemple, qu'on modifie le traité de Maastricht et qu'on autorise la Banque Centrale Européenne à prêter de l'argent aux États. Ça, je ne dis pas que ça règle tout, mais ça réglerait une partie des problèmes. Ça ferait tomber la température, comme on dit. Ce qui permettrait de travailler sur d'autres modalités de la construction européenne, comme le font la Banque Centrale Américaine, comme le fait la Banque Centrale japonaise. Attendez, entre nous, il faudrait quand même mieux prêter aux États quand ils en ont besoin que prêter aux banques qui gardent pour eux, ou pour elles. Le commissaire européen, c'est un Français, mais c'est un hasard. Michel Barnier, commissaire européen. Il y a 1 mois et demi, il a écrit, au titre de la Commission européenne, à tous les banquiers centraux de la zone euro. Donc, chez nous, patron de la Banque de France. Et comme aux autres, en disant, veuillez regarder ce qu'ont fait les banques des 2 fois 500 milliards d'euros qu'on leur a prêtés. Ça veut dire qu'on leur a prêté de l'argent à 1%, qu'elles ne le prêtent pas aux États, ou quand elles le prêtent à 5, 6, 7%, qu'elles ne le prêtent pas aux entreprises, qu'elles ne prêtent pas aux particuliers. Ça veut dire qu'elles se refont de la trésorerie, sur notre dos, avec des fonds publics. C'est ça que ça signifie. Quand vous avez... L'année dernière, j'étais en Haute-Marne. J'ai une journée très petites entreprises, TPE. Et j'ai rencontré, avec le camarade secrétaire du D, des artisans. Bâtiment, il y avait dans la pâtisserie, etc. Et en fait, c'était quand vous rencontrez un artisan ou un chef de PME, l'employeur, demandez-lui, c'est quoi votre principal problème? C'est toujours la même réponse, les relations avec mon banquier. Et là, les artisans me disaient, mais monsieur Magny, c'est encore pire qu'avant. Et un artisan du bâtiment me disait, j'ai un investissement à faire de 7 000 € dans l'entreprise. 7 000 €. Il dit, avant, quand je faisais un investissement comme ça, j'allais voir la banque, qui me disait, faites voir votre carnet de commandes pour voir si vous allez rembourser, c'est normal. Il dit, maintenant, il faut que je monte mon carnet de commandes, il faut que je mette une hypothèque, etc. Il dit, je fais pour l'investissement. Ça veut dire que les banques, ils ont serré les boulons partout. Quand Brégier, numéro 2 d'Airbus, de ADS, quand Brégier dit dans le Figaro, il y a 3 semaines, 1 mois, parce que je pense qu'ils ont commencé à comprendre les erreurs qu'ils ont fait avec Power 8. Ils ont fait avec Power 8 non seulement les problèmes que vous avez
battu et qu'on a combattu ensemble, mais en même temps, ils ont foutu la trouille aux sous-traitants à l'époque. Donc des sous-traitants disent, oh, qu'est-ce qui se passe à Airbus, on n'investit pas. Et quand ça repart, il y a des sous-traitants qui ne peuvent plus suivre aujourd'hui. Bon, ça, ils ont compris. Mais quand vous avez Brégier qui dit, mais attendez, nous, on est obligé de se substituer aux banques pour aider nos sous-traitants. Est-ce que c'est normal? Heureusement qu'ils le font. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est du rôle de l'entreprise? Jean-François a expliqué tout à l'heure, la Banque nationale pour l'industrie, j'y reviendrai. Voilà, donc ça veut dire que ça va. Les banques, quand je dis les banques, je ne parle pas des copains qui y travaillent. Eux, ils se font avoir comme les autres. Je parle des banquiers, qu'on se comprenne bien, des patrons des banques. C'est évident. Mais elles, qu'elles soient françaises ou autres, elles continuent à bien se porter. Elles disent, ah bah allez-y, sinon on est tellement gros qu'on ne peut pas mourir, donc si on a des problèmes, vous serez obligés de nous aider. Ah bah ils sont gentils, ouais. Ils sont en train de siphonner partout les comptes des États, etc. Et puis ça devrait continuer. Et on n'a pas tout vu, je vous dis. Ce qui se passe en Espagne, ça peut se passer ailleurs dans d'autres pays. Donc il faut modifier les modalités de la construction européenne. Il faut modifier les traités. Et on va voir, là, dans 15 jours, s'ils vont le faire. Si le fameux traité là, de stabilité, de coopération et de gouvernance, celui qui installe la règle d'or, l'austérité d'une certaine manière, s'il va bouger ou pas. Nous, on l'a dit, s'il ne bouge pas, qu'il est comme ça, qu'il y a un référendum, on appellera à voter non. Parce que ça veut dire qu'on inscrit tout le monde dans l'austérité. C'est déjà le problème en Grèce, il y a le problème en Espagne, il y a le problème au Portugal. Oh, on change les choses ou on ne les change pas. Donc on va voir comment les choses tournent. Mais vous voyez bien que tout ça, ça conditionne un peu la manière dont l'économie française va évoluer dans les semaines à venir, l'économie allemande, l'économie des autres pays européens, l'économie américaine, où la situation est plus que difficile. Et comme c'est une crise profonde, tant qu'on n'aura pas pris, quand je dis on, les gouvernements n'auront pas pris, y compris parfois ensemble, les bonnes décisions, ça va continuer, avec des hauts et des bas, mais ça va de continuer. Quand je dis ça, je ne suis pas pessimiste, mais je dis qu'il faut être réaliste. On n'a pas fumé des pétards, on sait que la situation...